Hassib, merci d'être là. On a changé un peu de décor aujourd'hui pour que ce soit moins formel, le plus naturel et authentique possible. Donc, toi, tu enseignes à l'Université Laval. Yes. Tu es doctorant en gestion de crise. Tu vas pouvoir un peu nous décortiquer, dans le fond, tout ça. Athlète d'endurance et surtout derrière le fameux tournoi à Gialona. Mais aujourd'hui, j'aimerais un petit peu qu'on parle surtout de ce qu'on ne voit pas. OK? De Hassib, de son parcours, de tes réalisations, de tes défis aussi à la fois. Donc, quand tu regardes un peu ton parcours à travers les années, c'est quoi le moment ou la période qui, selon toi, t'a le plus transformé? Donc, quand tu te dis, OK, là, il y a un avant, puis il y a un après. Premièrement, merci de m'accueillir. Toujours plaisir. Une belle opportunité de parler de son parcours, de ses défis. Et ce qui est le fun dans les crises ou dans les moments difficiles, c'est comme si c'était un apprentissage forcé ou une évolution forcée. Tu fais face à un défi et pour t'en sortir, il faut que tu évolues. Et pour moi, il y a facilement, je pense, 3 ou 4 crises charnières qui ont dit qu'il y a eu un avant Hassib sur chacune de ces étapes-là. Je dirais la première, c'est quand j'étais aux vacances au Liban en 2006 avec la guerre qui explose de manière inattendue pour presque tout le monde qui était en vacances là-bas. Tu étais arrivé avant la guerre, bien sûr. J'étais arrivé avant la guerre et là, du jour au lendemain, on voit que les choses évoluent énormément rapidement et la guerre arrive. Mon but, c'est pas de rentrer dans les détails de la guerre, c'est de rentrer de comment ça m'a impacté et ça m'a changé en tant que personne. Dans le temps, je suis en 5e année, puis je partais en 6e année. Mais tu vois certains éléments qui ils m'ont fait changer complètement de personnalité. J'étais une personne plus timide, réservée avant. Après avoir vécu ces moments-là, je suis une personne qui était beaucoup plus extravertie, qui voulait toujours parler. C'était peut-être une manière de sortir ce que je venais de vivre en tant que jeune personne. Et ça, c'était un premier tournant de... Ça m'a tellement marqué que je veux en savoir plus de c'est quoi ces crises, pourquoi on vit ces guerres-là. Tu voulais comprendre. Je voulais comprendre dès un jeune âge de pourquoi on vit ça. Ouais. C'était pas aussi poussé que maintenant d'aller jusqu'à... Je savais pas que j'allais m'intéresser aux crises autant, mais c'était un premier déclenchement. Donc, c'est la curiosité naturelle d'un enfant. Exact, c'est pourquoi je vis ça. C'est pourquoi moi, Libanais innocent, que je vis ça. Tu essaies de savoir pourquoi. Et c'est quoi mon rôle à jouer à travers tout ça. Il y en a qui sont morts, moi je le suis pas. Est-ce que j'ai un devoir envers ces personnes-là? Fait que, des questionnements bizarres un peu que tu te poses quand tu es jeune, mais ça traversait l'esprit quand même à travers certaines atrocités que tu as pu vivre. Ouais. Deuxième, c'est une fois que j'ai terminé le secondaire, il y a eu la grève étudiante. 2012? 2012, exactement. Ouais. Et au lieu de rentrer au cégep en septembre, on devait rentrer, je pense, en octobre ou en novembre. Et là, j'ai trouvé une opportunité, vu que j'ai un long été, je pourrais changer mes habitudes de vie. Et c'est là que j'ai commencé à faire du sport d'endurance. C'est là que j'avais un enseignant au secondaire qui faisait ça de temps plein. C'était un entraîneur. Et après l'avoir supplié plusieurs mois de m'entraîner, il avait enfin accepté. Et j'ai utilisé cette période de 2-3 mois additionnels pour me dire, je vais essayer d'embarquer le sport d'endurance dans ma vie de manière quotidienne. Et c'est là qu'est venue la phase plus sportive de ma vie. Et là, arrive la COVID. C'est quand même c'était la 3e crise qui arrive. Est-ce que juste par rapport à cette période-là où est-ce que tu t'es embarqué dans le sport d'endurance, tu avais commencé progressivement, tu avais commencé seul ou avec quelqu'un à part ton enseignant, dans le fond? Juste comprendre un peu comment ça s'est enclenché, cette... J'ai toujours aimé faire du sport, que ce soit du soccer ou du hockey. J'en faisais à base régulière, mais c'était... quoi, tu t'amusais, tu fais ça quand t'as le temps. Amis, dans le fond, exact. Et à un moment donné, mes habitudes de vie étaient rendues plus néfastes que bonnes. Tu prends du poids, tu vois que tu dors pas la nuit, tu fais juste chill avec tes amis la nuit. À un certain âge, t'es quand même jeune, t'es pas supposé avoir ces habitudes de vie. Ouais. T'es supposé être à l'école. T'es supposé être à l'école et étudier, puis être reposé dans tes cours. Je partais dans mes cours, je m'endormais, puis j'avais de la chance d'être bon pour pouvoir m'endormir, mais tu sais, côté habitude de vie, c'était rendu chaotique. Et là, j'avais un certain prof, il me dit, genre, il me voyait en secondaire 1, puis il m'avait en secondaire 5, il me dit, t'es rendu une vache, là, c'est... genre, fais quelque chose, là. C'est un prof que j'ai eu plusieurs fois, puis on avait cette complicité. Et là, je me dis, ben, si mon enseignant l'a remarqué, il y a clairement quelque chose de drastique que j'ai fait. Et je commençais à parler avec mes amis. Il y en a qui ont commencé, il y avait des challenges de 30 jours. On fait du sport pendant 30 jours, voir comment ça peut nous améliorer dans un petit laps de temps. J'ai commencé ces petits DVD que tu mettais.
et tu commences à faire du sport à travers tout ça, et tu vois, le conditionnement physique s'améliore, tu deviens plus bon au hockey dans ton sport. Et là, tu es comme... Tu y as pris goût, dans le fond. Exact. Si je restais constant, si jamais genre, je me donnais une vraie chance de... Je ne vais pas devenir joueur professionnel de Ligue nationale, mais je pourrais peut-être me donner une chance dans les sports d'endurance. C'est à travers mes amis un peu et mes convictions personnelles et avoir vu la carrière de mon enseignant, est-ce que moi, je peux me rendre à ce niveau-là un jour? Fait que tu avais un modèle, tu avais une inspiration devant Absolument. toi. C'est un enseignant qui venait durant son temps mort de saison, son off-season. Il venait enseigner. Lui, il faisait ça de manière professionnelle une fois dans sa vie. Ouais. Il nous parlait de sa vie. Il fait triathlon professionnel. Il est payé pour faire ça. Il y a des commanditaires. T'es comme, oh mon Dieu, t'es payé à faire genre du vélo, à courir, à nager. Et ça m'a permis de dire, OK, est-ce que je suis capable d'atteindre... Mon but, c'est pas de devenir professionnel, mais peut-être un jour atteindre un niveau amateur comme cette personne qui est assez élevé pour me dire, mais je me démarque ou je suis capable d'atteindre ces niveaux-là. OK. Ah, très intéressant. Alors, puis ça, ce qui amène la troisième crise au moment qui m'a énormément changé, c'était la COVID. C'est pendant que je faisais ma maîtrise, j'ai eu un cours de gestion de crise. Et la COVID éclate durant ce cours-là. Le quotidien de tout le monde a changé. Ton quotidien, le mien, nos parents, les organismes, le gouvernement, le monde entier a été chamboulé cette journée-là, ou ces mois-là. Arrive le fin de ma maîtrise, arrive le fin de plusieurs fréquentations que j'avais. Toutes mes amis qui étaient étudiants avec moi sont sur le marché du travail. Tu reviens chez tes parents après avoir étudié dans d'autres villes, avoir habité seul pendant longtemps. Et là, tu n'as plus ton étude, tu n'as plus tes amis, tu es isolé socialement. Et tous les problèmes que j'avais enfuis depuis plusieurs années, j'avais un choix, c'est d'y faire face parce que j'étais seul ou continuer à internaliser un problème, à essayer de les enfuir dans ton subconscient et d'essayer d'évoluer. Et alors, c'était vraiment dans le bout de septembre 2021 ou 2021? Ben, 2020. Ça avait commencé en 2020. 2020. Septembre 2020 à fin octobre 2020, que je m'étais dit, pour une fois, je vais affronter ces fameux démons qu'on met dans le subconscient. Et vu que j'étais à l'aise de parler avec mes sentiments, j'ai décidé d'aller consulter et de faire le vide émotionnel et de m'outiller de si jamais je fais face à de nouveaux démons, à des nouvelles incertitudes, comment je peux les attaquer. Ça a été, je pense, j'ai consulté pendant 1 an et demi environ. Parce qu'après un certain temps, une fois que tu répares tes bobos, ils te demandent est-ce que tu veux pousser plus loin et essayer de t'outiller et de prévenir certains, peut-être mini-crises mentales qui pourraient venir dans le futur. J'ai pris cet engagement-là pendant 1 an et demi, environ 1 fois par semaine, 1 fois ou 2 semaines, d'avoir une conversation avec un psychothérapeute, un psychologue, pour me guider et m'outiller pour le futur. C'était hyper dur. Le premier mois, je pense que je faisais des crises en dormant parce qu'on dirait qu'il ouvre certaines blessures que tu avais enfuies. Et là, il dit, pendant 1 mois, on se parle pas. Tu fais juste écrire ce que tu ressens jour, matin, midi, soir. Mais ça te permet de vraiment pousser au plus fond de toi-même ce que tu avais enfui pendant des années. Et dire, OK, là, je fais le vide. C'est dur, il faut que tu l'acceptes, il faut que tu essaies. Ça se peut que tu ne trouves pas de solution. Mais le fait d'en parler, d'essayer de voir qu'est-ce qui a mal été, où est-ce que je peux m'améliorer, qu'est-ce que je peux faire si jamais cette situation arrive, que ce soit les trucs de guerre, les trucs personnels, les trucs familiaux, les trucs professionnels. Tout le monde n'a pas... Tu n'as pas le temps des fois. C'est de dire, je vais le garder. C'était énormément dur durant cette année-là, mais ça m'a permis de comprendre ce que moi, en tant que personne, je veux dans la vie. C'est quoi mes priorités? C'est quoi qui m'aide et c'est quoi qui me rend anxieux? C'est quoi qui me rend mal à l'aise? Et d'avoir des solutions si jamais ça arrive. Et pour moi, et je peux dire facilement, depuis que j'ai fini ce travail personnel, d'année en année, je suis toujours de plus en plus content, de plus en plus accompli parce que j'ai pris la peine de peut-être recommencer ma base à zéro. De dire, OK, là, je suis sain, je vais faire face à d'autres défis, je vais faire face à d'autres moments difficiles, mais je vais être capable de les affronter ou de peut-être véhiculer certains mots au monde qui m'entoure. Alors pour moi, ce
ce, ce vidage de bagages, je ne sais pas comment tu peux l'appeler, de 2020, la fin 2020 à peut-être à la fin de 2021, ça a été difficile, mais ça a été hyper bénéfique qu'aujourd'hui, il y en a qui vont dire que je suis un peu trop direct avec eux ou quoi que ce soit, mais c'est de la manière que je vais bien me sentir de voici ce que j'ai envie de faire, Ouais. voici le problème on fait face, voici comment on peut le régler. Au lieu de tout le temps, on va mettre ça sur le tapis, là ça s'accumule, tu deviens une personne irritée. Pas agréable pas à côtoyer agréable. non plus. Et c'est ça qui est, pour moi, cette dernière fameuse crise que j'ai vécue, qui a été la plus bénéfique pour moi. C'est à chaque fois qu'on fait face à un défi, on a l'opportunité de changer, mais est-ce que tu es prêt à prendre les bouchées doubles pour y changer? Et on en parle rarement de l'aspect mental, autant dans le sport ou que personne masculine dans la vie d'aujourd'hui, de prendre le temps pour ta santé mentale. Il n'y a pas de recette. C'est pas genre, Mohamed, fais ce que j'ai fait, tu vas avoir le même résultat. Non, c'est tellement propre à chacun. Il y en a que c'est parler à quelqu'un, dans d'autres, c'est la musicothérapie, d'autres, c'est je sais pas c'est quoi. Mais qu'est-ce que ça prend, dans le fond, de commun? Est-ce que ça prend, bien sûr, du courage? Ça prend aussi une volonté de faire face, comme tu dis, à tes propres démons? Pour moi, c'est vouloir travailler sur soi-même. Ouais. Au début, il y a tout le temps un élément déclencheur qui va te dire, OK, maintenant, on dirait que j'ai poussé trop loin, je suis au fond du baril. Il y a mille et une métaphores que tu peux utiliser pour dire que c'est le moment pour aller travailler sur soi-même. Et là, on va le faire 2-3 semaines, on va se sentir mieux, puis on va laisser ça. OK, ben, je me sens mieux, je peux passer à autre chose. Mais non, réellement, est-ce que tu veux travailler sur toi-même? Est-ce que tu veux mettre les efforts nécessaires? Et est-ce que tu es prêt à trouver une solution qui va te rendre inconfortable à court terme, mais que tu sais pour toi-même, à moyen et long terme, ça va être hyper bénéfique? Est-ce que tu es capable d'être vulnérable? Et c'est surtout ça, c'est être vulnérable face à une personne qu'au début, tu connais zéro. Oui. Tu es comme, pourquoi je vais raconter ma vie à cette personne-là? Face à un inconnu, dans le fond. Face à un inconnu qui ne connaît pas ta culture, qui ne connaît absolument rien de toi. Là. Tu vas voir quelqu'un que tu connais zéro, mais tu as vu que c'est une experte en gestion d'émotions, en gestion de X, en gestion de Y. C'est OK, khalas. Pour une fois, je vais être vulnérable. Je vais le faire. Je vais le faire. Je vais risquer d'être émotionnel devant un inconnu. Puis des fois, c'est plus facile d'être émotionnel devant un inconnu que devant ton entourage. Ouais. Et je pense que c'est ça qu'il faut, c'est de profondément vouloir, pas nécessairement, tu vas peut-être pas changer. C'est juste que vouloir explorer des moments sombres de ta vie ou des épisodes. Mais c'est quoi l'alternative, dans le fond? C'est quoi? C'est de rester en continuité avec tes problèmes, avec tes démons? C'est de revivre les mêmes erreurs que le passé. Tu vois, parfois, on va faire en semblant que des solutions d'Yachilon, des solutions temporaires, nous font du bien. Ah, je vais voyager, je vais oublier mes problèmes. Ah, je vais aller faire du sport. Je vais m'organiser un nouveau sport. Mettre un plaster sur le Mettre un bobo. plaster, mais c'est bien beau, mais à la fin, tu n'as plus de plaster, puis les plasters ne font plus effet. Ouais. Le sport n'a plus les mêmes effets positifs qu'il y avait au début. Tu fais quoi à ce moment-là? Et malheureusement, la majorité du monde ne prennent pas ce pas de recul de se dire, OK, mais maintenant, il faudrait que je pense à moi-même et de manière plus profonde que vraiment de surface et superficielle. Ouais. Et on voit du monde, je travaille sur moi, mais concrètement, qu'est-ce que tu fais pour travailler sur toi? Puis est-ce que tu le penses vraiment? Et moi, c'était la dernière grosse étape que j'ai prise qui m'a fait en sorte de... Il y avait vraiment, à ce moment-là, une mentalité d'avant, une attitude d'avant et une attitude d'après, je te dirais. Ah, excellent. Écoute, on commence avec force. Ouais. Des fois, ça très intéressant. Rapidement prévu, là, mais... Non, mais c'est super. Écoute, j'apprécie vraiment cette ouverture-là. Puis écoute, ça va juste donner plus de sens et de fond à notre discussion. Parfait. Est-ce que, dans le fond, juste pour rester un petit peu éclore ce volet-là, est-ce que tu en es conscient avec du recul ou pendant que tous ces événements-là arrivaient, tout ce processus-là arrivait, tu étais conscient que là, OK, là, je suis en devenir d'un nouveau Hassib 2.0 ou... Je sais pas si tu es conscient dans le moment même. Il y a une phrase que j'ai souvent avec mon ami qui traversait cette période avec moi. Il était comme...
Je sais pas quand on va réellement redevenir heureux, mais je sais qu'un jour, on va. C'est pas être heureux à travers des expériences, c'est tu te réveilles le matin, tu es heureux, tu veux commencer ta journée parce que t'es motivé. t'es motivé, Ouais. t'es toi-même, t'as pas de oh mon Dieu, c'est lourd, je suis pas. Non, c'est au fond de moi-même, il était comme à un certain moment, on va redevenir les personnes qu'on était quand on était jeune ou on va avoir cet amusement de vivre qu'on avait avant d'être Cette joie de vivre, oui. avant d'avoir des responsabilités d'adulte et une vie d'adulte. Mais, tu sais, la psychologue avec qui j'étais, après un certain temps, elle m'a dit, regarde, tu étais venu pour un certain problème et on l'a réglé et j'ai vu ton amélioration. Moi, j'en étais pas conscient, là, je savais pas qu'on était rendu à ce niveau-là. Et là, elle te demande, elle me dit, si jamais tu veux arrêter, on a réglé le problème que tu es venu me voir pour. Mais si jamais tu veux t'améliorer comme personne et avoir certains outils et développer certaines réflexions qu'on a eues au début, je trouve que c'est l'opportunité de travailler sur toi-même. Pas de régler un problème, mais de travailler sur toi-même. Donc, elle a vu, dans le fond, que tu étais prêt à passer à l'étape 2. Exactement. Et c'est sans... Tu sais, des fois, le professionnel va juste mettre des mots sur ce qu'on vit. Parce que lui, sa science, ses études l'aident à vulgariser tes émotions que toi-même, tu n'es pas capable de vulgariser parfois ou certaines étapes de ta vie plus mentale. Tu es comme, OK, qu'est-ce que je vis? Il va te le dire de manière plus scientifique et à travers cette expérience. Voici ce que tu vis et voici où tu peux aller. Est-ce que si j'avais fait ce cheminement tout seul, j'aurais pu savoir qu'à ce moment, je pourrais changer le cours de ma vie, mais de ma personnalité? Non, j'ai pas cette expérience-là, j'ai pas ces études-là pour le savoir. Absolument. Mais grâce à une personne qui est capable, c'est son travail de prendre du recul à ta place, c'est elle qui m'a permis de savoir, on est rendu là, si jamais tu veux travailler, c'est encore plus dur, mais on peut se rendre aussi à un autre niveau. Et arrive à un certain moment, et comme c'est bien beau se voir, mais là, on n'a plus de travail à faire ensemble, tout court. Je préfère que tu donnes ta place et ton heure à quelqu'un d'autre. Ce qui était comprenable après un certain temps de travail sur soi-même et ça faisait un peu de répétition à la fin, je te dirais. Intéressant. Très intéressant. Donc, une transformation dans le temps, mais qui a donné, dans le fond, fruit à la fin de la journée. C'est ça qui est important. Donc, aujourd'hui, avec tout ce que tu fais plein de choses là, à la fois. Exactement, oui. Sport, université, recherche, communauté. À quoi aujourd'hui tu choisis vraiment de donner ton temps? J'ai pas le choix que mon travail premier, c'est d'être doctorant à temps plein. Okay. C'est d'étudier. Tu es rendu à quelle année? Là, maintenant, je commence ma 6e année du doctorat. Quand même, OK. Je commence ma 6e année et je pense que quand j'étais jeune, on croyait qu'un doctorat, c'est 3-4 ans, tu étudies, c'est fini. Maîtrise, c'est 2 ans. Alors, manière mathématique, tu fais le double, 4 ans, c'est doctorat. Et là, que tu arrives, tu remarques que c'est un univers complètement différent. Quand tu es doctorant, tu fais de la recherche, un peu comme dans la maîtrise. Tu fais de la recherche, tu as l'opportunité d'enseigner, mais il faut aussi que tu avances tes propres travaux. Tu as des contrats avec d'autres professeurs parfois. C'est tout ça, être doctorant. C'est faire de la lecture, faire de la recherche, faire de la récolte de données, enseigner aussi et voir des fois ce que ton directeur de recherche a besoin aussi, que tu l'accompagnes. Donc, chaque volet est à temps plein pratiquement. C'est malade. Tu dis, chaque élément du doctorat, comme tu dis, chaque volet du doctorat, je pourrais le faire à temps plein. Et c'est réel, mais c'est ça qui demande du temps. Et parfois, c'est... Est-ce que si je donne trop à mon directeur, j'en donne pas assez à ma thèse? Est-ce que j'en donne trop à ma thèse, je néglige d'autres éléments du doctorat? Par exemple, c'est important de publier, c'est important de faire des conférences pour te faire savoir t'es qui. Mais tu choisis tes batailles à un certain moment. Tu ne peux pas tout faire en tant que doctorant. Donc là, c'est juste une facette de temps plein de « je fais mon doctorat ». Avec le doctorat vient l'enseignement et là, des fois, tu enseignes seulement ton cours, tu assistes d'autres cours, tu corriges certains cours. Tu corriges tes cours aussi, bien sûr. C'est ça qui te prend le plus de temps à la maison, c'est de préparer tes cours et de faire la correction pour les étudiants. Mais sans l'effort que je mets pour mon doctorat, je ne sais pas si je pourrais être aussi bon enseignant. J'ai la chance d'avoir un cours qui est directement ancré dans ma spécialisation. Okay. J'enseigne la gestion de crise organisationnelle pour les entreprises qui vivent des rappels de produits, scandales sexuels, contamination alimentaire, ainsi de suite. Okay. Et j'étudie et je travaille dans ça. Alors, tout ce que j'apprends dans mon quotidien, je suis capable de l'amener aux étudiants. C'est mieux pour eux, ils ont des sujets d'actualité, il y a un praticien qui
qui met en pratique ce qu'il apprend aux étudiants. Puis il est au courant des enjeux. Et des enjeux qui sont hyper d'actualité. Et on l'a vu, c'est juste la dernière semaine, avec ce qui se passe au Venezuela, ce qui se passe dans nos pays, ce qui se passe, des différents scandales au Québec avec les différents partis. C'est tout le temps d'actualité. Et là, tu as le doctorat, l'enseignement. Arrive aussi, des fois, tu as ton travail qui est la consultation et la formation en gestion de crise. Que la dernière année, j'ai mis plus sur pause pour mettre plus de temps sur le doctorat. Et là, tu as aussi l'aspect sportif. Plus que tu veux performer, plus qu'il faut donner plus de temps à l'entraînement, plus de temps à ta discipline. Ouais. Et là, tu oublies l'engagement communautaire. J'ai une femme depuis quelques années. Félicitations. Merci beaucoup. Et tu as ta famille et ton entourage aussi. C'est énorme ce que je fais. Est-ce que je serais capable de le faire sans mon entourage? Je pense pas. Mais est-ce que je serais prêt à changer une des autres facettes de ma vie? Non. Pour moi, l'implication communautaire est autant importante que mon doctorat. Mon doctorat est autant importante que le temps que je passe avec ma famille. Le temps que je passe avec ma famille est aussi important que l'enseignement pour moi. Est-ce que je serais prêt à sacrifier un élément d'entre eux à ce moment-là de ma vie? Je crois pas. Mais d'après toi, c'est quoi l'élément en commun à travers tous ces engagements-là, que ce soit professionnel, familial, communautaire, sportif? Y a-t-il un élément qui rejoint l'ensemble? C'est la passion, je te dirais. La passion, oui, c'est ça. Parce que je te vois, tu parles de chaque élément, puis tu as les yeux qui scintillent vraiment. Lorsque je suis devant une classe, je suis passionné par ce que j'enseigne. Ouais. Si tu me dis, Hassib, est-ce que tu étais prêt à lire sans arrêt sur la gestion de crise? Je vais te dire oui. Est-ce que tu serais prêt à t'entraîner temps plein puis rien faire de ta vie? Je vais te dire oui aussi. Ouais. Est-ce que tu voudrais passer du temps avec tes parents dans leur village et apprendre à les connaître? Je vais te dire oui aussi. Est-ce que tu serais à passer du temps 100% en communautaire et faire uniquement des tournois communautaires et de l'engagement communautaire? Je vais te dire oui aussi. Et même ce que je fais pas dans mon temps professionnel, genre, lorsque j'étudie pas, je fais de la route, qu'est-ce que je fais? J'écoute des podcasts sur les engagements communautaires, sur la crise et sur le triathlon. Ça va de soi. J'adore ce que je fais et ça me permet peu importe les défis auxquels je fais face, je les fais. Les raisons, c'est des raisons intrinsèques, hyper profondes, hyper propres à moi, qui est la passion de donner, la passion d'en apprendre plus, la passion de l'éducation. Et c'est tout le temps à cet élément que ça revient. Est-ce que le feu brûle tout le temps? Et pour moi, il ne s'est jamais éteint. Ouais. Il a tout le temps été présent, des fois moins fort que d'autres. Mais pour moi, il a tout le temps été... La passion a tout le temps été présente et je pense que c'est ça. Passion. Qui fait en sorte... Passion, on va l'écrire en gros. Super. Maintenant, un petit peu plus, peut-être par rapport justement au choix de la thèse. Là, tu en as parlé justement au début, que toute cette question de crise. Est-ce que, en quoi ce sujet dépasse un peu le volet académique pour toi, en ce moment, aujourd'hui? Si tu veux faire les crises que j'ai choisies, pour mettre en contexte le monde, la première crise que j'ai choisie, c'est Montréal-Nord et la COVID. C'est comment... On revient à la communauté aussi. On revient à la communauté aussi. Excellent. C'est comment nous, en tant que communauté, puis malheureusement, moi j'étudiais à Sherbrooke, je suis revenu à Montréal-Nord pour... À Sherbrooke, tu avais fait... ma maîtrise en gestion publique. Là, okay. Et là, je reviens à Montréal-Nord et je me suis dit, après tant d'années que je vivais pas nécessairement à temps plein à Montréal-Nord, je remarque que c'est encore les mêmes personnes qui vivent de plus en plus d'injustices, qui sont l'épicentre de la COVID, que le monde s'y intéresse moins, puis on met des solutions pour tout le monde, à part pour le monde qui en a besoin. Ouais. Et là, je suis comme, pourquoi ça n'arrive encore pas à nous, mais à notre communauté, à notre arrondissement? Peu importe les efforts que les organismes communautaires mettaient, que le palier municipal mettait à Montréal-Nord, on dirait qu'il y avait certains besoins qui n'étaient pas répondus ou on était tout le temps attaqué, tout le temps mis de l'avant lorsque ça allait mal. Et tu remarques que ce n'est pas un sujet qui est uniquement rattaché à moi, c'est un sujet qui est rattaché au niveau de l'arrondissement ou de la communauté de Montréal-Nord. Donc, tu partais, juste pour peu vulgariser un petit peu plus,
Donc, tu as fait un état des faits de la situation, parce que c'est pas juste médiatique, mais c'est vraiment au jour le jour. Là. Ouais, Je veux dire, c'est le vécu de tout le monde. C'est le vécu de tout le monde. On l'a vu lorsqu'il y a eu une première crise avec l'assassinat de Freddy. Oui. On a été pointés du doigt. Oui. Mais c'était un élément déclencheur de plusieurs années de mauvaises décisions gouvernementales envers cette communauté-là. Et là, arrivé la COVID, et là, on a revu plusieurs mauvaises actions que le gouvernement avait prises avant ces années qui revenaient au jour, que tout le monde pouvait voir. C'est comme, OK, ben, on revit tout le temps les mêmes problèmes à plus grande échelle. C'est quoi mon rôle à travers tout ça? Ouais. Est-ce que j'ai un rôle? J'ai peut-être pas de rôle. J'ai bien beau vouloir jouer au super-héros, c'est peut-être pas ma place. Et ce que j'ai aimé de la recherche, c'est pas nécessairement trouver des solutions, c'est comprendre ce qui se passe. Oui. Parce que si t'es pas capable de faire un diagnostic, si t'es pas capable de comprendre ce qui se passe réellement sur le terrain, tu vas jamais amener une solution adaptée aux personnes. Et c'est peut-être un peu ça qui a mis le gouvernement tout le temps dans un cycle vicieux de « Ah, moi, je pense que dans ma tour d'ivoire, je suis capable de savoir ce qui se passe à Montréal-Nord. » Absolument. Non. Puis la recherche, c'est souvent aussi de poser les bonnes questions. Donc, quand tu poses la question, fait que là, un peu, tu commences à comprendre un petit peu plus. Puis avec la compréhension, ça amène des actions normalement. Exact. Puis je pense que tu l'as vécu à travers des fois tes recherches ou les sujets que tu faisais. Surtout quand c'est un sujet humain, des fois, tu as ta conception à travers tes lectures ou les rapports que tu lis et ton vécu en tant que citoyen de Montréal-Nord. Et là, tu vas voir un citoyen, un intervenant, et pour la même question, tu avais totalement un angle mort. Oui. Parce que, vu que c'est un sujet humain, chaque personne le vit d'une manière différente et chaque personne t'amène dans sa voie. Alors, pour moi, c'était pas uniquement de faire un rapport académique pour moi. Même la méthode que j'ai choisie pour ma thèse, c'est pas une thèse je fais uniquement des entrevues, c'est une thèse et une approche méthodologique pour Montréal-Nord que ma recherche, je la centre beaucoup sur la communauté. C'est dès le début de la définition du problème, de la problématique, j'engage avec la communauté. Selon vous, sur quoi on est supposé travailler? Donc, Okay? c'est très concret. C'est très concret. Proche. Et là, j'ai mes questions, mes thèmes que j'imagine, un peu comme les thèmes que tu avais pour notre discussion. Ouais. Je les envoie à un chercheur de Montréal-Nord, que lui, il est plus sur le terrain. Qu'est-ce que t'en penses de cette trame de questions, de ces sujets, de ces thèmes que j'aborde? Ça, c'est bon. Ça, abordé de telle manière. Ah, ça, tu l'as oublié. Alors, tu sais, la communauté est présente à travers toute ma méthodologie. C'est pas moi, je viens en tant que chercheur, je retire ce que je veux et je vais faire ma thèse avec. Non, c'est comment nous, en tant que Montréal-Nord, et vous, en tant qu'organisme citoyen, tout le monde peut gagner à travers cette recherche. Excellent. Ça va peut-être prendre 10 ans pour que ça se fructifie ou qu'il y ait un réel changement ou qu'il y ait une mesure sur laquelle j'imagine qu'il va réellement arriver sur le terrain. Mais si c'était la mesure ou si c'était genre l'action nécessaire pour engendrer d'autres changements ou la conversation seulement qu'il fallait avoir avec certaines personnes. Oui. Alors ça, c'était vraiment côté Montréal-Nord et mon premier sujet qui était très de la personne où j'ai vécu et j'ai vu les inégalités de première. On les voyait au quotidien lorsqu'on partait à l'école secondaire, lorsqu'on parlait avec nos amis et tout. Absolument. Ça, c'était le premier volet. Deuxième volet, c'est un volet que j'avais pas du tout anticipé avant d'aller voir mes parents au Liban en 2023. Avant que tout explose, je te dirais, pour une deuxième fois, j'ai redécouvert le terrain pas les terres auxquelles on est hyper attaché. Et je comprenais pas pourquoi. Parce que la dernière fois que j'étais passé au Liban, c'était en 2006. Il y a eu un méga gap, un énorme gap entre 2006 et 2023, je pense 17 ans avant que j'y retourne. Pas nécessairement parce que je ne voulais pas y retourner, parce que lorsque mes parents descendaient, j'avais d'autres priorités à ce moment-là et je ne pouvais pas descendre avec eux. Et là, j'ai vu pour une personne qui s'intéresse aux crises, j'ai passé 2 semaines au Liban et je pense que j'ai appris plus qu'1 an de lecture et de rapports et de discussions avec certains professionnels. Et je me suis dit comment je peux adapter ma recherche pour inclure le volet des communautés du sud du Liban. Qui sont ici? Non, qui sont au Liban. OK, qui sont au Liban. Qui sont au Liban. Parce que lorsqu'on parle de résilience communautaire, je pense que la définition même de nos communautés au Liban, c'est un peuple qui est hyper résilient. Et là, malheureusement, j'ai cette idée en tête. Et là, tout s'ensuit en octobre 2023. Les guerres explosent à nouveau en Palestine ou au Liban. Et là, je suis comme, oh mon Dieu, est-ce que je peux réellement faire ce sujet-là? Mais je viens de réorienter
ma thèse au complet pour aborder ce sujet-là. Et là, j'étais ambitieux. Je vais retourner au Liban en 2024, l'été, et faire un mois d'ethnographie là-bas. Ethnographie, c'est lorsque tu t'immerses dans le milieu et tu fais une recherche avec les communautés là-bas. Tu vis avec eux et tu apprends de leur vécu et de ton vécu et des observations que tu fais. Tu as été là pendant combien de temps? J'ai pas pu y aller en 2024. Ah, ouais, je suis retourné en 2025. OK, récemment? Récemment, en août, de mi-juillet à mi-août 2025. Okay. J'étais supposé y aller 2 mois, faire la moitié de mon temps en recherche dans le sud du Liban et l'autre moitié, c'est m'entraîner et faire un peu de tourisme à Beyrouth. Mais avec les conditions géopolitiques, les conditions sociales qu'il y avait, c'était... Sécuritaire aussi, surtout. Sécuritaire aussi. C'était très difficile de convaincre l'école de donner l'approbation pour y aller. J'ai décidé de rester 3 semaines de suite quasiment dans le sud du Liban, le plus possible, et faire ma recherche. Je pense que j'ai vécu et ce que j'ai parlé avec le monde pendant 3-4 semaines, j'en paye encore le prix mentalement aujourd'hui. Là. Ah oui, tellement que c'était intense. J'ai jamais eu de, tu sais, t'as pas de pause. T'es tout le temps, tu vis les bons moments avec la communauté, mais tu vis les moments un peu plus durs aussi. So, c'était hyper dur. C'était un sujet qui tient à cœur autant que Montréal-Nord. Alors, tu vois que même ce sujet-là, ça vient d'une motivation autant communautaire d'en apprendre davantage et savoir comment moi, en tant que professionnel en gestion de crise, qu'est-ce que je peux apprendre de ces communautés-là? Très pertinent. Vraiment. Parfait. Déjà, des fois, je m'emporte sur certains sujets. Là, tu peux t'arrêter quand tu veux. Là, non, mais super. Écoute, c'est très enrichissant parce que c'est ça le but du podcast, de connaître la personne. Comme j'ai dit en ouverture, c'est vraiment ce qu'on ne voit pas de la personne. Les gens, souvent, OK, regarde, OK, il a fait telle réalisation, il est rendu là, mais qu'est-ce qui a amené à ce que cette personne-là est arrivée là? Absolument. C'est ça, justement, le but de tout cet exercice-là. Le sport d'endurance, Hassib, prend justement une grande place dans ta vie, qu'on a pu le constater. Qu'est-ce que, justement, triathlon, Ironman, appelle-le comme tu veux, t'ont apporté concrètement, mais t'ont aussi coûté à travers tout ça? On va commencer par l'aspect positif, ce qui m'a amené. Ouais. Je pense que tu peux le remarquer aussi, je ne sais pas à quel âge a ton fils maintenant, mais... 14 ans. 14 ans. Plus que tu mets une discipline dans ton sport, cette discipline se transmet aussi tu peux la répliquer dans ta vie de tous les jours. Ouais. À l'école, au travail. Avoir une discipline sportive, ça te permet d'avoir une discipline dans ta vie, une éthique de travail qui est exemplaire, que peu importe le défi que tu fais face personnellement ou professionnellement, tu es comme, je vais séparer mon temps comme que je le fais dans le sport. Je vais m'entraîner dans différentes facettes pour réussir à surmonter ce défi professionnel et personnel. Fait, il va y avoir l'éthique de travail qui en coule de la discipline et tout. La constance aussi. Pour performer, il faut que tu sois constant, comme dans tout ce que tu fais dans ta vie. Tu veux performer sur les réseaux, il faut que tu sois constant sur les réseaux. Absolument. Tu veux performer à l'école, il faut que tu sois constant à l'école. Mais le sport, vu qu'on voit des résultats directement, on dit « OK, je suis constant, j'améliore mon temps ». Mais à l'école, parfois, l'examen arrive 1 fois par année, 1 fois par session ou 2 fois par session. Alors on dit « Mais pourquoi je vais être constant si chaque fois que je suis à la dernière minute, je réussis quand même à avoir des résultats ?» Fait que c'est le résultat direct un peu. Tu sais que si tu fais cet effort-là, tu vas voir. Exact. Le sport m'a permis de savoir comment ces changements dans la manière que je travaille, que ce soit la discipline, la constance, m'amènent des résultats que je pouvais voir concrètement. Et là, je me suis dit, je vais appliquer ces méthodes de travail dans les autres facettes de ma vie, même si ce n'est pas des résultats à court terme que je vais avoir. Je suis capable de savoir que peut-être dans 2 mois, 3 mois, 1 an, 2 ans, cette constance va m'amener à quelque part. Parce qu'avant le sport, j'étais zéro constant dans toutes les facettes de ma vie. Pourquoi? Parce que c'était comme, quand je vais avoir besoin de mettre du travail, je vais en mettre, puis je vais essayer que ça fonctionne. Ouais. Mais tu ne veux pas faire ça dans un Ironman où tu t'entraînes la dernière semaine ou la nuit d'avant. C'est ça. Alors ça, c'est ce qui m'a apporté dans ma vie, c'est savoir avoir une discipline, la constance. Et même lorsque tu pratiques le sport, la journée du Ironman, il y a 1001 imprévus.
On est accro, on est à la recherche de la course parfaite, mais tu seras toute ta vie à la recherche de la course parfaite. C'est de savoir jongler à travers ces défis-là au courant d'une même journée. Juste pour que les gens comprennent, ceux qui ne sont pas au courant de c'est quoi un triathlon, peu importe, c'est quoi le genre d'imprévu. Ou juste nous dire, par exemple, une journée de triathlon typique. Là. Par exemple, si tu as un Ironman, disons, le sport, c'est le triathlon. Ironman, c'est peut-être le brand ou la discipline la plus longue. C'est du nage, vélo, course. Mm-hmm. Et ce qui peut prendre, tu as un maximum de 17 heures pour compléter un Ironman durant une journée. Mais par exemple, tu te réveilles le matin, tu as bien beau être le meilleur athlète du monde, tu as mal dormi ou tu te réveilles avec un mal de tête. Ça arrive à tout le monde. Tu t'es préparé pendant 1 an, puis là, tu arrives cette journée-là. OK. Ça se peut que tu te réveilles avec un rhume. Ça arrive même aux professionnels parfois, peu importe ta préparation. Fait que là, déjà, au début, tu es comme, malgré le rhume ou le mal de tête, est-ce que je suis prêt à aller sur la ligne de départ? Là, tu fais le choix de quand même y aller. Mais tu vas accepter que je suis malade, ça se peut que je ne performe pas à la hauteur de mes attentes. Et là, arrive la journée de la course. Toute la semaine, la température de l'eau, par exemple, en haut d'une certaine température, tu n'as pas droit à ton wetsuit ou ta combine isothermique qui est longue et qui te permet de flotter plus dans l'eau. Il y a un outil de moins dans le fond. Un outil de moins, par exemple, cette journée-là. Là, non seulement tu as mal à la tête, là, tu n'as pas l'outil habituel parce que cette journée-là, l'eau était plus chaude que les deux dernières journées. Et là, tu embarques sur le vélo, tu n'as jamais eu de problème mécanique, là, ton pneu éclate ou ta chaîne débat. Comme la vie, dans le fond. Comme la vie, dans le fond. Mets tout ça dans une journée. OK. Mais si tu es une personne qui est comme, OK, ben, si soit que je réussis mon objectif, soit que je ne le réussis pas, bien, clairement, tu as beaucoup plus de chances de ne pas le réussir. Ouais. Mais c'est une personne qui est capable de dire, peu importe le scénario qui arrive, je vais essayer de jongler, avoir du fun, m'amuser et profiter de cette journée. La course, c'est la célébration de l'entraînement et la célébration des efforts que tu mets. Alors, malgré tous les imprévus, est-ce que tu es capable de passer à travers ta journée? Et c'est pareil dans ta vie personnelle, tu l'as dit, et dans ta vie professionnelle. Tu vas au travail, parfois, tu as 1001 imprévus. Tu ne vas pas commencer à chicaner avec tout le monde ou à « OK, ben, je rentre chez nous, j'arrête mon travail. » Non, il va falloir que tu finisses ta journée, mon grand. C'est un engagement. Et est-ce que je vais être capable de jongler à travers ces hauts et ces bas? Et le triathlon m'a permis de développer cette adaptation pour arriver à atteindre l'engagement que je m'étais mis au début, malgré tous les obstacles que je peux vivre. Donc, d'apprivoiser un peu les circonstances. Des fois, c'est même genre, est-ce que je suis capable d'imaginer certains problèmes et de les régler à l'avance? Exactement. Okay. Être capable de scénariser et de visualiser. C'est drôle parce qu'en parlant de Karim et de constance et de préparation, je ne sais pas si tu te rappelles, une petite anecdote, là, en 2018, de mémoire, Karim avait peut-être 6 ou 7 ans. Je montais, je crois, à la rue Prière avec lui en voiture. Puis là, il pleuvait, mais il pleuvait de tonnerre. Puis on était dans la voiture, là, les gens se promenaient avec leur parapluie. Puis là, je vois un gars courir. Je m'en souviens. Justement, là, je parlais avec Karim, là, j'ai dit, puis il était dans ses débuts, là, dans les clubs de soccer, tout ça. Il dit, regarde ce qu'il fait, le monsieur. Puis là, je regarde, c'est Hassid en train de courir à l'extérieur pendant que les gens étaient cachés dans l'air. Fait que voilà, ça c'est pour l'anecdote. Ça, c'est vraiment ce que le sport d'endurance m'avait apporté. Ce qui m'a coûté, je te dirais, outre le volet financier, ça coûte énormément. Ah oui, OK. T'es inscrit à Ironman, par exemple, c'est rendu 1 000 $. OK, juste l'inscription. On ne parle pas des équipements, de la préparation, puis du déplacement, de l'hôtel, des frais d'avion. Juste t'inscrire, c'est rendu 1 000 $. Puis tu sais, dis-toi que j'ai commencé ce sport, j'étais assez jeune et j'étais étudiant. Je n'avais pas un travail qui me permettait nécessairement d'avoir toutes ces dépenses-là. OK. Alors, le fait que tu es restreint financièrement à faire un sport qui coûte quand même assez cher, tu sais, des fois, tu as un problème de vélo, ça va te coûter 500 $ comme une auto. Là. Oui. Mais mon vélo, des fois, ne vaut pas 500 $. Tu es comme, pour le réparer, il va falloir que tu mettes cet argent-là. Alors, outre que l'aspect financier, ça change dans tes priorités. C'est, OK, si je veux performer un triathlon, il va falloir que je le mette soit ma priorité ou la deuxième priorité après mes études. Alors, on découle tous les sacrifices qui viennent avec ce chamboulage de priorité. Tu vois, moi et tes amis. Et moi, en 2021, lorsque j'ai fait ce travail sur moi-même, j'étais prêt à sacrifier mon volet social complètement. OK.
Je dis, juste attends que je finisse mon doctorat, juste attends que je finisse mes études. Si je veux continuer à faire du sport à un haut niveau, je ne peux pas me permettre d'avoir une vie sociale comme que je l'avais avant. Et par vie sociale, je ne parle pas juste de tes amis. Parfois, c'est même des sorties familiales. Tu es comme, ben, j'ai un 3 heures vendredi soir. Est-ce que je sors faire une visite familiale ou je dois rentrer l'entraînement que je n'ai pas pu faire au courant de la journée? C'est tout le temps sacrifier tes priorités ou sacrifier ce volet social que j'avais. Moi, pour moi, j'avais abandonné sur ce volet social. J'étais prêt à me dire, c'est pas grave, pendant 4 ans, 5 ans, maintenant 6 ans, ce volet n'existera plus dans ma vie. Alors, tu as l'aspect financier, l'aspect social. De faire des choix. De faire des choix. Et à la fin, c'était rendu peut-être des fois, par exemple, quand je suis revenu du Liban, après ma recherche, mentalement, je l'ai dit, c'est très dur de vivre une recherche aussi proche de toi-même et un sujet aussi fragile parfois. Je voulais rien faire. Mais j'avais les championnats du monde qui arrivaient en novembre. Et là, j'en parle à mon entourage, j'en parle à mon entraîneur. Je suis comme, tu sais, ça me tente pas. Je suis brûlé, là. Je suis pas capable de toucher mes notes du Liban parce que mentalement, c'est dur. Alors, je m'imagine pas me mettre sur un vélo après tout ce que je viens de vivre en 4 semaines. Je me prépare pour les championnats du monde. Genre, c'était... Alors, est-ce que des fois, ça te coûte ta santé mentale d'atteindre certains objectifs? Parfois, Mais oui. est-ce que c'est des décisions réfléchies à ce moment-là ou c'est vraiment la passion qui prend le dessus? Est-ce que tu prends le temps de t'asseoir, là, tu prends un petit latte, puis là, tu te dis, OK, là, je fais les plus et les contre? Ou... C'est facile de tout le temps prendre la porte de sortie. Ouais. C'est facile. Il n'y a rien qui t'oblige. Il n'y a rien qui m'oblige à aller au championnat du monde. Oui, j'ai payé mon inscription, mais outre que ça, est-ce que je suis prêt à perdre plus de temps, plus d'impact physique, mental aussi? Est-ce que je suis prêt à cet engagement-là? D'être comme, regarde, pour atteindre un certain niveau au championnat du monde, voici ce que je vais devoir faire lors des 2 prochains mois. Vu que j'ai pris un engagement d'y aller, je vais mettre les efforts pour atteindre les championnats du monde. Et je vais me préparer comme si j'allais y aller. Et là, j'en parle avec ma copine, j'en parle avec mes parents, j'en parle avec mon entraîneur si je me sens pas bien, c'est dur, tout ça. Ça se peut que si j'aille pas au championnat du monde. Et là, il essaie de comprendre ta philosophie, la réflexion derrière. Et si je leur explique si je le fais, je vais être encore plus fatigué, je vais prendre encore du retard sur certains sujets que j'avais débutés au Liban, puis j'ai pas voulu retravailler dessus après. Je vais prendre du retard dans mon enseignement. Pas l'enseignement. L'enseignement, je suis rendu assez bon à jongler à travers ça, mais tu sais, dans ma thèse et tout. Et là, ils sont comme, est-ce que tu vas au championnat du monde l'année prochaine? Je suis comme, je sais pas, je me suis pas qualifié. Ils me disent, OK, mais c'est une opportunité pour toi. Et tu sais, même si tu n'arrives pas, ben, nous, bon résultat, mauvais résultat, que tu finisses la course ou pas, nous, on est là. On est là pour toi, là, c'est en fin de journée. D'où l'importance de l'entourage. D'où l'importance de l'entourage. Alors, tu es comme, OK, tu sais quoi, je vais me donner une chance. Je sais qu'il y a du monde qui sont derrière moi. Si jamais je réussis, je réussis. Si jamais je réussis pas, ben, j'aurais donné le meilleur de moi-même pour atteindre les championnats du monde. Et vu que c'est pas chaque année que tu te qualifies, c'est pas chaque année que tu peux te rendre à ce niveau-là, mais c'était une opportunité et parfois, il faut essayer de les saisir quand ça se présente à toi. Là. Intéressant. Bon, on y est à AGL, on a oui. le fameux rendez-vous annuel. Oui. Donc, tu y es à l'origine de ce fameux tournoi? Pas à 100%, je te dirais. Okay, pas à 100%. C'était parti avec une génération qui était en haut de moi. En quelle année, plus ou moins? 2010. OK. 2010 ou 2010, je te dirais. Quand soit même. 2009, soit 2010. 16-17 ans. Exact. Okay. Il y a eu 2 années qui sont parties à cause de la COVID, ou 3 années même à cause de la COVID. Et le but des gars, c'était de, une fois par année, rassembler les différentes associations. On oublie nos différents et on vient jouer au soccer. Comme si le soccer, c'était pas un truc compétitif et qu'il allait avoir plus de tensions. Exact. Mais les tensions s'amplifiaient et là, ça donnait des bons tournois. La première année, j'étais plus bénévole et spectateur. La deuxième année, de plus en plus d'implications. Et jusqu'en 2015, vu qu'au début, ils se focalisaient beaucoup sur les associations, par exemple. Okay. Il y avait Bridges, il y avait Moujamma, il y avait AGLM, il y avait Babylone avec les Irakiens, il y avait Majid Zahra. C'était vraiment... Il y a des associations. C'est des associations. Mais à un certain moment, l'attachement aux associations n'est plus là. Il n'y a plus de sentiment d'appartenance.
Ben, c'est parce que tout le monde était partout. Tout le monde était Ce qui est une bonne partout, chose, c'est dans le ce qui, fond. ce qui est, ce qui est bon. Alors là, on trouvait, ben, à quoi sert le tournoi? Et tranquillement, le tournoi commençait à baisser. Et vu que j'étais un simple bénévole, et oui, des fois, je faisais certaines tâches, c'était pas ma vision, la vision d'Ahmad qui est nécessairement mise de l'avant. Ahmad Khanefil, Khanefil, pour le nom- pour pas le avec qui nommer. je fais beaucoup d'agents là maintenant. Ouais. On avait fait des ligues et tout, mais ça revenait toujours lorsque le tournoi de soccer arrive, c'était rendu comme une corvée pour certains. OK. Et je pense que le dernier tournoi, il y avait 5-6 équipes, l'ambiance était quasiment morte. Et là, Moustapha Tah était revenu puis m'a dit, regarde, on sait que tu t'impliques beaucoup à l'école, on sait que tu t'impliques un peu partout. Est-ce que tu serais prêt à prendre totalement en charge le tournoi de soccer à ta vision? On te donne carte blanche, tu fais ce que tu veux. Tu bâtis l'équipe que tu veux, les personnes avec qui tu travailles avec, et on te fait confiance pour le tournoi de soccer. Je dis parfait. Et là, j'ai commencé à bâtir une équipe. Au début, il y avait Ahmad Khanefir, Yahya Al-Hayem, Mahmoud Awada, je pense Marwan, Mustafa aussi, et Mustafa Taha. On a repris le projet de A à Z et on a formulé une vision de pourquoi aujourd'hui on veut renaître le tournoi, pourquoi on veut le remettre de l'avant. Donc, c'est un peu l'ébauche d'une mission, si tu veux, Exact. à cet événement-là. OK. Et nous, premièrement, c'est après le secondaire, plus personne pratiquait son sport. Tu sais, avant, tu avais l'école, tu avais ton sport à l'école, ton sport civil, et parfois tu jouais même avec tes amis dans la vie de tous les jours un certain sport. Mais après le secondaire, lorsque tu vas au cégep, il y en a plein qui quittaient l'équipe de l'école Ouais. parce que c'est un différent jeu au cégep, c'est une différente discipline, ça devient de plus en plus dur. Il y en a qu'avec le stress du cégep, ben, le premier truc qu'ils enlevaient, c'était le sport. Et on trouvait ça dommage parce qu'il y avait tellement de talents qui étaient délaissés après le secondaire. Alors, c'était de ramener ce monde-là, de leur donner une place où briller. Et je pense, des fois, tu le vois avec même ton fils, il est bon partout. Tout le monde le voit, à part sa communauté ne le voit pas. À quel point il est bon, ou si jamais tu ne mettais pas de vidéo, on ne pouvait pas savoir à quel point cette personne performe. Et ce tournoi, c'était fait pour ça. C'est une fois par année, les talents de la communauté devaient être mis de l'avant. Et après ça, c'était aussi ouvrir les portes de notre communauté pour le monde qui ne nous connaisse pas. Il y en a qui ne sont pas chanceux de naître dans la communauté où on est à Montréal-Nord. D'être proche. Ils ne savent même pas que ça existe, une communauté aussi tissée parfois, mais ils la connaissent à travers cette porte de sport et de loisirs. Alors, c'était ça le deuxième objectif. Ça permettait de créer des ponts, d'amener des gens. Exactement. Un centre d'attractivité. Okay. Qui n'est pas nécessairement un lien qu'on avait plus traditionnellement. D'avoir ces mondes-là à travers le sport, ça n'existait pas. Il n'y avait pas cette porte-là. Et j'avais entendu une histoire à un moment donné, je pense que c'était un gars de taekwondo ou de karaté qui voulait aller au championnat du monde, mais il n'y avait pas les moyens. C'est un gars de notre communauté et je trouvais ça triste. Pourquoi un gars de notre communauté qui a l'option d'aller aussi loin se restreint financièrement? Et là, on s'est dit peut-être qu'Ajanona peut avoir un certain fonds à un certain moment lorsque quelqu'un a besoin de voyager, quelqu'un pour son sport, pour ses championnats du monde, on peut devenir cet organisme qui peut donner des fonds, qui peut donner des bourses pour les équipements sportifs et ainsi de suite. Alors, c'était ça nos 3 grandes missions de pourquoi on a fait ce tournoi-là. Et le fait d'avoir une mission à travers un tournoi, bien, par défaut, ça découle à différents événements par la suite. Oui, puis là, vous êtes rendu à quelle édition? 14e? 14e pour les garçons. Les filles, c'est la première fois qu'on le fait. On avait d'autres variantes pour les filles à l'intérieur. C'était pas un gros tournoi, une activité. Mais là, c'était première édition aussi de Ajanona pour femmes. 14e pour les garçons. L'année prochaine, notre 15e. Et tu vois, c'est le dernier 2 ans, on est rendu à 16 équipes. Okay. On a repris le projet, on était à 5-6. Mais le fait d'avoir cru en notre mission, avoir véhiculé certaines valeurs à nos joueurs, aux personnes qu'on veut avoir sur le terrain, bien, ça rassemble cette idée-là, ça rassemble cette mission-là. Oui. Et c'est ce qui nous a permis de maintenant faire 2 divisions, avoir 16 équipes, près de 250 joueurs en une journée. Ce qui est malade. C'est énorme, je pense. Tu as la chance, même lorsque tu viens en tant que spectateur, tu vois les parents des joueurs qui sont là, leur famille au complet parfois, leurs amis que tu connaissais zéro, et là, ils apprennent C'est un événement communautaire. C'est un événement communautaire en fin de journée. Et moi, connaître du nouveau monde à travers cette journée-là,
moi, c'est ce qui est le plus cher chez nous en Dieu. Puis l'essentiel pour y avoir assisté, c'est qu'il y a un niveau de jeu assez intéressant. Puis tu regardes ça, OK, wow, tu te dis, c'est intéressant, c'est beau à voir. Oui, on a des très beaux talents au sein de la communauté. Il faut juste leur donner la plateforme pour l'exprimer. Et tu sais, c'est pas tout le monde qui est à l'aise devant un micro, c'est pas tout le monde qui est à l'aise devant une scène pour peut-être se mettre en valeur, mais parfois, il faut seulement un ballon et un terrain pour que cette personne-là puisse parler. Mais puisqu'on y est, qu'est-ce que tu t'attends de la communauté, des gens de la communauté par rapport à cet événement-là? C'est quoi l'aide que tu as? Bien, l'aide ou pas, mais je veux dire, un mot si tu veux t'adresser à la communauté pour justement mettre en valeur cet événement-là. C'est d'avoir une infrastructure physique, pas nécessairement un terrain ou quoi que ce soit. C'est nous, en tant que différents organismes sportifs, comment on peut s'allier pour... Parce qu'on a toute la même mission. Sport, meilleure habitude de vie et faire bouger le monde de la communauté. Alors pourquoi... Je ne sais pas comment ça peut devenir un jour, mais il va falloir trouver la même ligne directrice ou le même objectif de vouloir mettre de l'avant ces personnes-là et de croire en l'importance du sport. Avant, je pense surtout à une communauté, c'est « Ah, tu t'en vas jouer » ou « Tu fais ça pour perdre du poids ». C'est comme péjoratif. C'est comme péjoratif faire du sport à un certain âge. Tu n'en as plus besoin. Non, c'est des habitudes. Si je suis en bonne santé, je n'ai pas besoin de faire du sport. Il y en a que c'est ça leur philosophie parce que peut-être qu'ils n'ont pas eu le luxe d'avoir accès au sport à un certain moment. Et lorsqu'ils devaient perdre du poids, leur médecin a dit « il va falloir que tu deviens actif ». Et c'est peut-être l'expérience qu'ils ont eue à travers le sport, mais ce n'est pas juste ça. Alors nous, il va falloir croire en l'importance du sport et des loisirs. D'ailleurs, pas uniquement du sport, il y a d'autres façons de se stimuler, d'avoir les mêmes bienfaits du sport. C'est de croire en cette mission et de supporter les différentes générations, supporter les histoires à succès. Un peu comme tu le fais, des histoires inspirantes, les mettre de l'avant, leur montrer aux futures générations on a des bons exemples, on a du monde qui ont réussi de côté amateur, côté professionnel, et ça revient autour de croire aux bienfaits du sport. Donc, c'est possible. C'est possible. Moi, je suis resté à un volet amateur, mais on voit... On avait un gala récemment pour mettre de l'avant, justement, ces jeunes sportifs qu'on connaît un peu moins. Parce que nous, on ne fait pas du karaté, on ne fait pas nécessairement du soccer pour les jeunes, on ne fait pas du hockey sur glace. Mais là, tu donnes une plateforme aux parents, mets de l'avant ton fils, on veut apprendre à le connaître. Et comment nous, on peut l'aider? Et là, tu as différentes associations sportives comme « Oh mon Dieu, nous aussi, on veut contribuer à faire grandir la prochaine génération. » Et ça revient à « Est-ce que tu crois au projet que tu es en train de bâtir? » Et moi, c'est ça. Donc là, on est en train d'assister au balbutiement de quelque chose de plus gros. J'espère. Dans 5 ans, ça sera où, à J.A.L.O.N.A.D.A? Écoute, je pense qu'on va avoir un stade. Non, je ne pense pas à ce point-là, mais si jamais ce type d'initiative peut faire en sorte de rallier le monde le plus possible autour d'un sport, dans 5 ans, est-ce qu'on va avoir plus d'équipes si on peut se le permettre du côté infrastructure, d'avoir des terrains adaptés à nos besoins? Pourquoi pas? Plus qu'on a d'équipes, plus qu'on a des nouvelles découvertes, plus qu'on a de nouveaux joueurs. Mais l'idéal dans 5 ans, c'est d'avoir peut-être, je dirais, une certaine base communautaire vis-à-vis l'importance du sport. Pas nécessairement à Jaluna, mais tous les organismes, qu'on ait cette espèce de synergie lorsqu'on s'entraide. Ben, OK, il y a Jaluna une fois par année. Comment les autres organismes font en sorte que Jaluna réussisse? Il y a un tournoi de soccer pour les jeunes que Jaluna n'en fait pas partie, mais comment Jaluna et les autres organismes peuvent faire en sorte que ça réussisse? Et peut-être cet effet d'entraide, cet effet de synergie va faire en sorte qu'on développe certaines infrastructures pour nos jeunes. Et si dans 5 ans, on peut avoir un gymnase, un terrain que on peut... C'est pas nécessairement pour notre tournoi, mais pour le sport de tous les jours. Absolument. Pour moi, c'est le but ultime, c'est d'avoir une infrastructure ou un gymnase communautaire. Comme quand on a des événements communautaires, avoir un gymnase communautaire pour tout le monde. Rendre le sport le plus accessible possible. Tu veux jouer, viens à certaines heures. Tu n'as pas d'argent, c'est pas grave. Quelqu'un va faire en sorte que tu puisses exercer le sport. Juste pour mettre les gens en contexte, parce que c'est extrêmement, justement, on en parlait avant de commencer, c'est très difficile d'avoir des terrains, surtout dans le secteur. Tu sais, à Montréal-Nord, ou même autre que Montréal-Nord. Laval aussi, c'est pire. Laval, c'est encore pire des fois. Les complexes, c'est pas premier arrivé, premier servi. Il y a un ordre de priorité.
Il y a les ligues, il y a les partenariats, il y a les personnes reconnues par la ville, et ainsi de suite. Et à la fin, ben, OK, c'est quoi les organismes qui ont besoin d'heures? Puis là, il y a Ajaluna, il y a d'autres organismes. Mais tu sais, des fois, tu t'arrives en dernier, tu essaies de t'arracher des terrains pour donner le plus d'heures à tes personnes, mais tu n'en as pas, en fait. Genre, il y en a qui demandent pourquoi vous ne faites pas de ligue en hiver ou en automne? Parce qu'il n'y a pas de terrain. Ouais. J'ai bien beau trouver un terrain de 11h le soir à 1h du matin, mais mon but, c'est de faire un tournoi pour les mondes de 15-16 ans. C'est pas vrai que je vais leur dire de venir jouer de 23h à 1h du matin puis de négliger l'école le lendemain. Non. C'est contre la mission qu'on a à la base. Mm-hmm. Alors, c'est énormément dur d'avoir accès à des terrains de soccer. Même rendu de hockey, c'est difficile. Ouais. Avant, ça nous prenait 2 mois de trouver un terrain. Maintenant, il faut 3, 4, 5 mois parfois d'avance pour trouver un terrain. Quand même. C'est facile de booker 1 heure, 2 heures. Mais booker un 6-7 heures pour un tournoi, il n'y a plus de place. C'est du sport. C'est du sport. C'est du sport. Alors, c'est des réalités qui nous limitent. Il va falloir penser à comment, non seulement nous, mais comment tous les organismes de la communauté qui ont ce problème-là, on peut s'entraider pour grandir ensemble, je dirais. Intéressant. Donc, ça prend de l'engagement, de l'implication, de la reconnaissance aussi des organismes. Super. Donc, quand on met de côté un peu les titres, les médailles, les distinctions, tout ça, je sais que distinction Socrate en enseignement, je ne sais pas si tu peux dire 2 mots par rapport à ça pour les gens qui ne savent pas c'est quoi. La distinction Socrate, il y en a qui me disent « Ah, est-ce que tu es le meilleur prof à l'école? » Non. Même si je le pense parfois, je ne suis pas nécessairement le meilleur enseignant à l'école. C'est une distinction qui est remise aux professeurs qui se démarquent lorsqu'il y a l'évaluation qui est faite par les étudiants. OK. Comme un feedback, dans le fond? Exactement. Okay. À la fin de l'année, les étudiants font un feedback sur leurs différents enseignants. Et ceux qui se démarquent à travers ce feedback-là ont la distinction Socrate qui est donnée par la faculté. Moi, j'ai eu la chance, à travers les efforts que j'ai mis et la passion que j'ai pour l'enseignement, d'avoir cette distinction 3 ans de suite. Et j'espère toujours l'avoir, pas nécessairement pour le titre ou pour la distinction, mais pour me dire, OK, les étudiants sont encore intéressés par ce que j'ai à dire ou ma façon d'enseigner intéresse encore les étudiants. Et dans le fond, c'est une preuve comme quoi tu es sur le bon chemin ou c'est sur la preuve que les étudiants t'aiment, veulent participer à ton cours. Et tu sais, quand j'ai repris le cours de gestion de crise au bac, il y avait la première session que j'ai lancée, il y avait 24 étudiants. Et là, on est rendu à 77, je crois. Quand même. Et tu sais, c'est pas uniquement parce que je suis bon étudiant, c'est le monde sont plus intéressés à ce sujet-là. Et lorsque je leur demande pourquoi vous prenez ce cours, souvent c'est « Ah, quelqu'un m'a parlé de ce cours-là, m'a parlé de toi. Mm-hmm. » Et ça me fait en sorte que, oh mon Dieu, les efforts que je mets ne passent pas inaperçus. Puis d'après toi, c'est quoi l'élément, si tu avais comme à choisir entre 4-5 éléments qui font en sorte que ce cours-là il est vraiment intéressant pour les étudiants? Le cours de gestion de crise, c'est dès que tu es porté à gérer une organisation, tu vas être apporté à gérer des crises. Ouais. Alors, c'est un cours qui est optionnel dans plusieurs facultés. Administration, médecine dentaire, pharmacie, sciences sociales et ainsi de suite. Alors, ce point-là fait en sorte qu'en classe, pour le même problème, je vais avoir plusieurs points de vue. Les échanges en classe sont hyper dynamiques, hyper, riches. C'est pas seulement du monde en sciences d'administration où le point important, c'est le cours boursier ou le capital de l'entreprise. Alors ça, c'est le premier, c'est de savoir comment une crise peut être réglée de plusieurs facettes. Le deuxième, et ce que je trouve important, c'est que tu peux appliquer tous les concepts que j'apprends aux étudiants, sans exception, peuvent être appliqués à ta vie personnelle. À ce point-là, OK. À ce point, c'est comment tu te prépares pour une crise, en faisant des scénarios, en faisant de la prévention, en faisant de la préparation vis-à-vis certains risques auxquels tu fais face en tant qu'organisation. Et on l'a dit tantôt, comment tu te prépares pour un triathlon? Tu imagines certains scénarios, tu imagines certains obstacles, puis tu essaies de les régler en amont avant qu'ils arrivent. Ou de te donner les outils, que si jamais ça arrive cette journée-là, je vais être capable de les surmonter. Pas de magie, dans le fond. Tellement facile à t'entendre. C'est pour ça que tu es un bon enseignant. Dans le fond, tu arrives à simplifier des... C'est ça le but de l'enseignant, c'est de savoir qu'est-ce que tu apprends scientifiquement. Est-ce que tu es capable de le ramener de manière courante et vulgariser aux étudiants? Je me rappelle quand je faisais ma maîtrise, justement, il fallait résumer genre un 2-3 ans en un paragraphe.
c'est un effort quand même. Et c'est un paragraphe qui doit être compris par tout le monde. Absolument, c'est ça le but, exactement. Parfois, on nous disait, OK, un enfant de 5 ans, mais écoute, comment tu vas faire ça? C'est un bon défi. Et, Ouais. je parle aussi c'est une des facettes de la gestion de crise, c'est la communication de crise. Lorsqu'il y a un problème qui arrive, est-ce que tu sors directement publiquement? Ouais. Et là, tu fais un post, une story Instagram ou quoi que ce soit? Non. Il y a des étapes à faire en tant qu'organisation. Et ces étapes-là, tu peux les adapter à ta vie. Comment être transparent? Avec qui être transparent? C'est quoi être transparent? Lorsque tu sors et tu as un problème, et même lorsque tu adresses un problème personnel avec ta famille, tu dis quoi, à qui, à quel moment? Est-ce que tu vas voir tes parents en premier, tes frères et sœurs, ta femme? Tu leur dis quoi? Est-ce que tout le monde a besoin de tout savoir? C'est ce qu'on apprend aussi en gestion de crise. Dire quel message, à quelle personne, à travers quel moment. Alors, tout ce que j'apprends aux étudiants, je leur dis, vous pouvez toujours l'appliquer à votre vie personnelle, sans exception. Et c'est pour ça que le monde, c'est comme, oh mon Dieu, même si je ne vais pas être un gestionnaire de crise ou je ne vais pas être un dirigeant qui va aller devant la presse, peut-être les méthodes de communication que j'apprends, les méthodes de résolution de problèmes que j'apprends vont m'aider et ils vont effectivement t'aider dans ta vie personnelle. Puis il y a des, il y a un résultat concret. Donc, ils sentent vraiment l'utilité de ce cours-là, probablement. Et tu sais, c'est à travers les résultats concrets que tu parles, les méthodes d'évaluation du cours sont très particulières. Par exemple, une des évaluations, c'est je te donne un scénario de crise, faut que tu fasses un communiqué de presse, excuse-moi, et animer une conférence de presse. Oh, donc, c'est vraiment ponctuel. Là. Exactement. OK. C'est pas comment je trouve l'enseignant. Non. OK. Alors, j'ai bien beau leur expliquer comment le faire théoriquement. OK. J'ai bien beau leur donner des exemples comment je le fais dans la vie courante. Mais si je ne te mets pas devant la caméra, devant les journalistes, tu ne pourras pas apprendre qu'est-ce que je te dis de faire. Ouais. Et ce qui est drôle, c'est que tous les autres étudiants, lorsqu'il y a une équipe qui passe, tous les autres étudiants jouent aux journalistes. Et très souvent, les questions des étudiants sont beaucoup plus difficiles que les miennes. Là, parce qu'on dirait que, vu qu'ils sont passés devant, ils veulent maintenant attaquer l'autre personne. Ça crée une dynamique. Ça crée une dynamique aussi qui est hyper formative pour l'étudiant. Ouais. Il y a une autre évaluation, c'est que tu rentres en classe, je te donne un scénario, tu as 10 minutes pour résoudre le scénario et venir m'en parler devant la classe. OK. C'est du concret. C'est du concret. Ils se mettent dans l'action et le fait d'avoir cette action-là fait en sorte de dire, OK, ben, ce que Hassim m'a appris la semaine passée, voici comment je le fais. Oui, parfait. Alors, c'est pour ça que je trouve que c'est un cours qui est hyper intéressant à prendre. Et je pense que tu m'en as parlé avant qu'on commence. Aujourd'hui, plus que jamais, il y a des crises partout. Là. Ouais. Que ce soit au niveau municipal, provincial, national, international, il y a tout le temps des crises. Et est-ce que chaque fois qu'il y a un petit problème, c'est une crise? Non, on apprend aussi à discerner de... Non, ça, je peux y répondre. Je ne suis pas obligé de mobiliser tout le monde autour de moi pour répondre à un problème, non. Ouais. Fait que c'est comprendre aussi à quel degré de gravité je fais face. Et ce cours-là te permet d'avoir cette conscience-là aussi. Très pertinent. Écoute, Hassib, Ouais. j'ai l'impression que si on continue, on peut parler pendant des heures, mais je crois qu'on va essayer de clore de façon un petit peu smooth Oui. en disant que le but de cette discussion-là, c'est vraiment de présenter aux gens une personne qui a eu ses défis, qui a eu son parcours propre, mais qu'à travers une certaine résilience, persévérance, des choix, on a dû faire face, comme tu l'as dit au début, à ses propres démons, puis qu'à la fin, que c'est possible, que tout est possible. Fait que j'aimerais vraiment te remercier pour ta présence aujourd'hui et surtout pour vraiment cette spontanéité dans ta façon de parler. Merci pour ton honnêteté, pour ta générosité. Puis c'est de dire aussi aux gens que si jamais ils veulent te contacter, que je présume tu es présent, tu es à l'écoute. Oui, bien sûr. Parce que le but, c'est vraiment de créer des liens et des ponts entre les gens de la communauté. Oui, absolument. Et que ce soit au volet sportif, volet personnel ou juste comprendre parfois, il y en a qui sont venus me voir de « Ah, est-ce que c'est vrai que tu as consulté? Tu es parti voir qui? C'était comment? Okay. » Si jamais vous avez cette gêne-là ou si jamais il y a du monde qui veulent apprendre à connaître ces volets de différentes facettes de ma vie, comment je suis arrivé là, je suis un livre assez ouvert et j'adore aider les prochaines générations, peu importe qui cogne à ma porte. Ma porte est tout le temps ouverte, là, que ce soit n'importe quel organisme. Je pense que vous me voyez dans différentes scènes pour
différentes occasions, c'est parce que c'est pas tout le monde qui est nécessairement à l'aise d'en parler. Et j'ai cet avantage de... Je suis capable de mettre à découvert une fois de temps en temps pour aider. Alors, si jamais que vous voulez me contacter, LinkedIn, Instagram, vous me voyez dans la rue, soyez vraiment à l'aise. Et comme je remercie Mohamed de me donner une plateforme, c'est pas tout le monde qui se fait tout le temps inviter pour donner son histoire et donner son vécu. C'est pour ça que je dis, c'est comme que tu me donnes la chance, je veux aussi que les autres personnes se donnent la chance de venir me voir, d'en apprendre davantage et qu'ils soient libres. Excellent. Ben, ce qui est pertinent dans tout ça, c'est vraiment ton expérience, ton parcours aussi, surtout concret sur le terrain. Puis encore une fois, donc Agia Luna, c'est une belle opportunité pour les jeunes, surtout qui n'ont jamais été impliqués nulle part, peut-être d'en faire partie, d'agrandir la team aussi. Et on l'a vu, ils peuvent contribuer d'une mille et une façons, que ce soit dans les médias. J'ai vu les filles là, avec leur micro. Absolument. C'est très intéressant. On découvre de nouveaux talents. Il y a des filles qui ont tout le temps voulu faire partie de la communauté, mais ils n'étaient pas nécessairement à l'aise dans le volet social, mais c'est des anciennes sportives. Est-ce qu'on peut vous aider? Absolument. Et là, nous, on a une banque de bénévoles qui sont tout le temps prêts à venir aux événements. Pourquoi? Parce que c'est une porte qu'ils ne savaient pas qui existait à la base. Et l'équipe s'agrandit. Je pense que vous les voyez de plus en plus, autant sur les réseaux que sur les terrains. Mais c'est du monde qui travaille aussi autant que moi dans l'arrière-scène. Je travaille. Je suis souvent le porte-parole parce que je suis à l'aise d'en parler. Mais sans l'équipe, sans l'entourage, sans les sacrifices qu'eux font aussi, on ne serait pas rendu à ces équipes nécessairement. Clairement. Merci, Hassib. Merci à toi. À une prochaine fois. Inch'Allah. Et, on parle beaucoup, puis merci beaucoup de tout le temps donner du temps au monde, mais surtout de mettre de l'avant toutes les histoires. C'est l'histoire inspirante, ça s'appelle. Mine de rien, si on apprend, c'est atteignable ce que le monde y font. Et si moi, je suis rendu à ce niveau-là et mon histoire peut en faire en sorte que tu atteignes notre niveau, ça va me faire plaisir et c'est ça le but, je pense, de exactement. C'est les gens qui vont voir ça, qui ne sont pas nécessairement confiants que des réalisations peuvent être faites, de voir qu'un gars de Montréal-Nord qui est parti, comme tu disais, peut-être d'un surpoids ou peu importe le défi que tu avais, que tu es rendu là aujourd'hui, doctorant sportif, Agia Luna, tout ça à la fois, que c'est possible. C'est pas facile, il n'y a rien qui est facile, mais c'est possible. Exactement. Et merci encore pour le micro. Ça fait plaisir. Et courage à tout le monde qui passe par des moments difficiles. Ça arrive. Vous allez voir la lumière du bout du tunnel un jour. Et parlez-en à votre entourage. C'est hyper important. Des fois, la réponse est beaucoup plus proche qu'on le croit. Belle conclusion. Yes. Ciao. Ciao, ciao.